Je suis emmené donc à vous poser des questions par rapport à votre déposition. Monsieur le témoin, nous allons revenir au meeting de M. Ouattara à Yaoundé. Et je voudrais que vous puissiez me décrire l'endroit du meeting qui devait accueillir M. Ouattara. Quelles étaient les dispositions qui étaient en place? Est-ce que, par exemple, il y avait des bâches et autres? Effectivement, il y avait des bâches. Et juste entre la grande mosquée, qui est située à Doucouré, et Citelcom. Could you repeat, please, the last word? Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter le dernier mot? L'interprète n'a pas saisi ce mot, s'il vous plaît. Le meeting a eu lieu juste à Doucouré, face à Citelcom, c'est-à-dire la grande mosquée et Citelcom. Il y a une voie triomphale qui sépare. C'est côté Doucouré ou côté Yaoundé que le meeting a eu lieu? Côté Doucouré. Je vais vous montrer une photo. Et pour les besoins de l'identification, il s'agit de la photo reprise sous CIV D25 0029 0004. Monsieur le témoin, voyez-vous la photo? Non. Ah. C'est sur évidence 1. Oui, je la vois. C'est une photo publique. Voilà. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez regarder la photo et me dire qui on voit là? C'est bel et bien moi. Et la personne en face de vous? Le président Lassane. Me confirmez-vous que c'est bien là le lieu du meeting en question? Oui. Je vous remercie. Je vais appeler une seconde photo sous la référence CIV D25 0029 0003. Your Honors. Madame Anderson, Monsieur le Président? Le Président, oui. Madame Anderson? Madame Anderson, en ce qui concerne les photos qui viennent d'être montrées, il serait peut-être bon de dire quelle est la date, à quelle occasion cela a été pris, etc. Donc, ce serait bon de savoir un petit peu quelles sont les circonstances qui entourent la prise de cette photo, étant donné qu'on a demandé aux témoins de s'identifier.
Alors, on va faciliter les choses. Je vais demander aux témoins, est-ce que c'était bien le jour du meeting en question? Oui. Est-ce que C'était le dernier jour. D'accord. Le dernier jour de meeting. De la campagne, du moins. Le dernier jour de la campagne. De la campagne. D'accord. Je vous remercie. J'appelle donc la seconde photo dont j'ai donné les références. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour être versé au dossier. Le témoin a témoigné, il a donné une date, en tout cas une fourchette de temps. Et en interrogatoire principal, il a dit par rapport au premier tour, je crois même qu'il a dit 27 octobre 2010, lorsqu'il en a parlé. Alors évidemment, ça c'est une capture d'écran qui vient d'une vidéo. On voudrait savoir quand la photo a été prise. Le témoin pourrait se tromper, mais il faut nous voulons que les choses soient très claires au dossier et qu'elles soient certaines. Le président, c'est si important de ça, de savoir à quel moment cette vidéo a été prise et de quand date la photo. Monsieur McDonald, oui, c'est pour pouvoir se repérer dans le dossier. Le président, oui, mais si on a la capture d'écran et la vidéo, je pense qu'on peut en déduire la période de temps. Monsieur McDonald, on sait que ça a été fait pendant la campagne, ça c'est sûr, mais au dossier, on n'a pas de date exacte. Et c'est ça notre problème. Le président, merci. Madzoko, s'il te plaît. Monsieur le Président, hier, le témoin a parlé très longuement, je pense, de ce meeting du président Ouattara à Yopougon. Et je me réfère à la page 28, ligne 19 à 21 du transcript français d'hier. Et la date avait été donnée sur ces mêmes références-là. Et il avait parlé du 26 octobre 2010. Le 26 octobre 2010. Transcrit français, page 28. Quand Maître Zoko pose la question au témoin, est-ce qu'il s'agit d'une photo relative à ce meeting? Le témoin dit oui. Donc, déduction logique. La photo ne peut pas avoir été prise après ou avant. No, but we Président, oui, enfin, alors attends, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à dire quand même. Vous pensez vraiment, pour ce qui est de l'économie judiciaire, que ce soit si important que cette photo soit prise soit le 27 ou le 28 octobre et qu'on en parle éternellement comme sur le sexe des anges? Non. Mais les métadatas disent 27 octobre, c'est pour que ce soit au dossier, c'est tout. Je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué pour la défense. Le président, bien, 27 octobre, c'est bon. Poursuivez maintenant. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, sur la photo qui apparaît sur votre écran, s'agit-il de la foule au moment du même meeting? Est-ce que vous pouvez situer en fait l'endroit où se trouvent les personnes sur cette photo? Oui, c'est juste à son arrivée. Je vous remercie. Alors, monsieur le témoin, lorsque monsieur Ouattara est arrivé sur les lieux du meeting, on a vu qu'il vous saluait. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il vous a dit précisément? Il a présenté ses excuses pour dire que sa sécurité n'était pas garantie et qu'il fallait qu'il soit en voiture. Une fois qu'il a été en voiture, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a juste
pris un mégaphone et puis parler. Bon, mais là, on n'a rien entendu. Je vous remercie. Je vais vous montrer une photo. Alors, c'est la photo CIV D25 0029 0002. Voyez-vous cette photo, monsieur? Oui. Est-ce celle à laquelle vous faites le moment auquel vous faites référence? C'est lorsqu'il il s'est excusé qu'il est monté en voiture pour nous parler. Voilà. Donc, finalement, il s'est adressé à la foule depuis son véhicule. Oui. Et lui-même, à aucun moment a-t-il jamais dit qu'il y avait des infiltrés? Non. Je vous remercie. Monsieur le témoin, vous avez fait état de votre qualité de chef de quartier de Yaoundé. Qui vous a élu chef du quartier de Yaoundé? Les 22 chefs de communauté. Les chefs de communauté, ce sont les chefs coutumiers. Oui. Et ces chefs coutumiers-là sont désignés dans leur communauté. Oui. Il n'y a donc pas... Et il y a combien d'habitants à Yaoundé environ? Ben, on est autour de entre 15 à 16 000 habitants. Ce ne sont donc pas les habitants qui procèdent à votre élection. Non. Monsieur le témoin, je vais vous rappeler une de vos déclarations. Et je fais référence à la page 27 du transcript d'hier. Et je vais viser spécifiquement les lignes, je dirais 16 à 18, ou principalement la ligne 17. Voilà. Mais je lis à partir de la ligne 16, ou même 15, pardon, voilà, pour plus de précision, de la ligne 15 à la ligne 18. Vous dites, bon, un président, bon, je gère les projets. Je gère les projets que nous recevons. Là, il faut dire que j'ai été élu par toute la jeunesse. Et là, nous gérons les projets, etc. Confirmez-vous cette déclaration, monsieur le témoin? Effectivement, j'ai dit que j'étais le président du quartier, pas de la jeunesse. Donc, vous n'avez jamais été élu par la jeunesse ni par la population? Non. Non. Merci, monsieur le témoin.
Je voudrais venir maintenant à la question des parlements pour quelques précisions. Nous serons d'accord, je suppose, pour dire que vous avez affirmé ici hier que de temps en temps, 2 ou 3 minutes, des fois, vous passiez auprès du Parlement, notamment près des services techniques de la mairie. Vous avez fait cas également de 2 autres parlements dans la zone. Yes. Oui. Président, une minute. S'il vous plaît, ménagez une pause entre la question et votre réponse. Attendez que la question soit entièrement posée avant de répondre. S'il vous plaît. Monsieur le témoin, dans les 2 ou 3 minutes où vous passez et que il vous est arrivé d'écouter les orateurs ou les intervenants dans les parlements, pouvez-vous me dire en quelle langue ceux-ci s'exprimaient? En français. Concernant la fréquentation de ces parlements, dont vous avez dit qu'environ il y avait des centaines de personnes, est-ce que c'était les mêmes personnes qui fréquentaient ce parlement ou il y avait une variété de personnes? Ben là, je ne peux pas savoir. Concernant les groupes qui fréquentaient ce Parlement, vous avez déclaré, vous avez dit que c'était des ouais, des BT principalement qui fréquentaient. Avec les Atiers. Dans quelle mesure, monsieur, êtes-vous capable de déterminer les ethnies, les groupes ethniques qui fréquentaient cet endroit où vous ne passiez que de temps en temps 2 ou 3 minutes et où on s'exprimait en français? Reprenez la question, s'il vous plaît. Je dis, dans quelle mesure vous étiez capable de déterminer l'origine ethnique des groupes qui fréquentaient ce Parlement, où on s'exprimait en français et où vous ne pouvez pas établir quel genre de personnes le fréquentaient, s'il y avait une variété de personnes ou pas? Faites comment? Ben, je dirais que la plupart de tous ces jeunes gens qui partaient au Parlement, quelquefois, il y avait l'approche de ces derniers vers moi, qui venaient de temps en temps expliquer ce qui se passe, ce qu'ils allaient écouter. Ils venaient nous expliquer. Et quand ils expliquent, moi, j'ai toujours évité d'en parler, de discuter avec eux. Et la grande majorité habitait à Yaoundé. Monsieur le témoin, vous avez dit, ici, devant cette chambre, vous avez dit que vous ne pouviez pas identifier le flux de personnes, parce que vous ne pouvez pas savoir combien de personnes venaient, si c'était les mêmes personnes. Vous avez dit qu'on s'exprimait en français. Et vous concluez que c'est fréquenté par les BT, des ouais et des Atiers. Pas seulement eux, on ne peut pas identifier.
Pas seulement eux. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre réponse. Monsieur le témoin, je vais maintenant passer à un autre point qui concerne une personne dont nous avons parlé hier. J'ai une petite difficulté là-dessus. Je ne vais pas identifier la personne par son nom. Et donc, je pense que nous pouvons le faire directement. Cette personne, c'est celle dont vous avez dit qu'elle était le parent de... Madame Anderson, s'il vous plaît. At this Madame Anderson, l'accusation considère qu'il convient de passer maintenant à huis clos partiel, ou au moins on devrait demander aux témoins à huis clos partiel si il est bon de parler de ce sujet en public. Monsieur le Président, je pense que ce n'est pas nécessaire. Nous avons largement débattu de cela hier et d'ailleurs nous avons sollicité, en même temps que Maître Altit, le reclassement. Le point ici, et nous nous sommes accordés sur le fait qu'on pouvait, à partir du moment où la personne est identifiée, ne plus avoir à dire le nom. Et je crois que le témoin est assez adulte pour savoir que je ne vais pas dire le nom et l'élément que je donne permet d'identifier cette personne sans qu'on dise le nom. La publicité est de règle et je pense qu'on peut continuer ainsi. Si je sens qu'il y aura quelque chose, je, bien entendu, prendrai mes responsabilités. Please go ahead. Can I make this? Président, allez-y, Maître Rochet. Nous pouvons peut-être tout simplement suivre vos consignes d'hier. C'est ma suggestion. Si le témoin soulève la question, parfait. Et si le témoin ne soulève rien, eh bien, c'est entre les mains de mon estimé consoeur. Le président, oui, on a fonctionné comme cela hier et on continue comme ça. Je pense que, monsieur le témoin, qu'on se comprend, n'est-ce pas? On se comprend. C'est vous, monsieur le témoin, qui me demandez éventuellement à passer à huis clos partiel si vous le souhaitez. On va fonctionner comme ça. Maître Zoukou, c'est à vous. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le témoin, vous avez parlé de quelqu'un donc que vous avez présenté comme un parent de Charles Blé Goudet parce qu'ils étaient de la même ethnie. Vous voyez bien de qui je veux parler? Oui. D'accord. Et de cette personne, vous avez dit que c'était le bras droit de M. Blé Goudet. On est d'accord? Oui. L'organisation de M. Charles Blé Goudet, vous l'avez également identifiée hier. Vous avez dit que c'était le COGEP, n'est-ce pas? Oui, les patriotes. Attention. Vous aviez dit Le COGEP, oui. D'accord. Le COGEP, organisation de M. Blé Goudet, le parent, entre guillemets, de M. Charles Blé Goudet dont vous parlez, pouvez-vous me dire la fonction qu'il occupait au sein de cette organisation de Charles Blé Goudet? Ben là, je ne sais pas. Pourriez-vous me dire également si M. Charles Blé Goudet, ou du moins quelle mission précise M. Charles Blé Goudet a-t-il eu à confier à cette personne? Seulement le président du Parlement du service technique. Je parle du parent en question dont on parle. Avez-vous vu M. Charles Blé Goudet lui confier des missions en son nom? Ben non. Je vous remercie.
Excusez-moi, Monsieur le Président. On va passer à un autre point, Monsieur le témoin, concernant le nommé Magui Le Tokar. Hier, à la question du procureur qui vous demandait comment vous avez entendu parler du groupe de Niangon, vous avez déclaré, et cela se trouve au transcript d'hier, page 79, notamment de la ligne 12 à 16. En gros, vous déclarez, puisque chaque matin, on les voit faire le tour en courant, ils passent dans le quartier en quartier, pour faire du sport en courant. Je vais cependant vous rappeler votre déclaration devant le bureau du procureur et notamment le paragraphe 48. À la même question, vous dites « Je ne sais pas s'ils ont dû payer pour se faire entraîner là-bas. Je n'ai jamais cherché à savoir qui était cette milice. » Vous confirmez la déclaration? Oui. Your Honours, we'd ask for Madame Anderson, Monsieur le Président, oui, allez-y. Madame Anderson, nous aimerions que Maître Zoku lise tout le paragraphe afin de bien situer le témoin. Le début du paragraphe. Cela dit, le témoin a déjà répondu à la question. Donc j'avance ça. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président. Oui. Le Président, oui, Monsieur MacDonald, avec tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur le Président. La phrase ne peut être lue hors contexte. Le Président, oui, mais le bureau du procureur l'a fait aussi. Monsieur MacDonald, il ne s'agit pas de savoir si l'accusation le fait ou pas. Je suis désolé, mais nous procédons à un rafraîchissement de la mémoire. Le Président interrompant. Oui, j'entends, Monsieur MacDonald poursuivant. La dernière phrase ne fait pas référence au groupe de Magui Le Tokar. C'est de cela qu'il s'agit. Lorsque vous lisez cette phrase, dans le contexte de ce paragraphe, elle ne fait pas référence au groupe de Magui Le Tokar, mais à l'autre groupe auquel il est fait mention. Je crois qu'on est en train de faire l'amalgame entre deux groupes qui se trouvent, du point de vue géographique, dans deux lieux différents. C'est ce à quoi je veux en venir, Monsieur le Président, et je vous remercie. Well, Monsieur le témoin, Le Président, écoutez, est-ce que vous pourriez lire tout le paragraphe 48, s'il vous plaît, à l'intention du témoin? Veuillez donner lecture à tout ce paragraphe et je vais vous demander à tout un chacun de lire tout le paragraphe auquel il est fait référence et non pas uniquement un extrait du paragraphe. Je vous en prie, allez-y. Merci. I see Maître Bougnon behind. Je vois que Maître Bougnon est debout, mais chaque équipe comporte de nombreux éléments qui souhaitent intervenir. Je crois qu'il faudrait s'en tenir à une personne, celle qui mène l'interrogatoire, qui a la parole. Maître Bougnon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je comprends parfaitement votre dernière intervention. Nous allons la respecter quant à ce qu'on lise tout le paragraphe. Nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. Ce avec lequel je ne suis pas d'accord, et c'est ce que vous avez tout à l'heure dit, l'accusation ne peut pas chaque fois lire une phrase, deux phrases, sortir de son contexte et puis exiger de la défense qu'elle fasse le contraire.
et puis ensuite témoigner à la place de la personne qui est assise là. Il y a un nouvel examen, il y a des choses qui peuvent relever dans ce nouvel examen. On ne peut pas nous dire, nous allons le faire, mais on ne peut pas nous dire ce qu'on ne fait pas soi-même. Je tenais à faire ces précisions importantes. On ne peut pas nous demander de faire, nous exiger de faire ce qu'on ne fait pas soi-même. Merci, Monsieur le Président. Well, that's what I was. Le président, justement, c'est ce que j'allais dire, Maître Bougnan. Nous ne nous sommes pas compris, mais je venais de dire qu'à partir de maintenant, je vous invite instamment à donner lecture à tout le paragraphe pour éviter ce genre de discussion. Maître Zoukou, lisez tout le paragraphe 48, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Paragraphe 48. Il y avait un autre site d'entraînement et de recrutement qui se trouvait à Niangon Sud. C'est un camp qui se trouve proche de l'église Saint-Pierre. C'était une autre milice que celle de Magui. Les entraînements militaires de Niangon Sud avaient le même principe d'entraînement que le camp de Magui, le Tokar. Je ne sais pas s'ils ont dû payer pour se faire entraîner là-bas. Je n'ai jamais cherché à savoir qui était cette milice. Et comme le témoin a répondu à ma question, j'avance dans mon interrogatoire. Your Honour, a question needs to. Madame Anderson, Monsieur le Président, je crois qu'il convient de poser une question. L'intervention du Président était hors microphone. Le Président, je vous demanderai de ne pas intervenir. Levez-vous, attendez et je vous accorderai la parole. Monsieur le témoin, vous avez parlé d'un instructeur supposé des groupes que vous avez appelés miliciens. Et le procureur vous a demandé hier, suite à une réponse que vous avez donnée, mais je vais tout lire, il vous a demandé qui était cet instructeur et vous avez dit que c'était un membre de la GR car reconnaissable à un béret rouge. On est d'accord là-dessus? Oui. Pour les besoins, cette réponse se trouve à la page 83, transcript d'hier, les points 18 à 27. Et pour être plus précis encore, on vous demande, à la ligne 18, pour revenir à l'entraînement, savez-vous qui étaient les entraîneurs ou les formateurs? Réponse. Bien, il y avait un formateur de la garde présidentielle que je ne connais pas son nom aussi. Question. Comment? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il faisait partie de la garde présidentielle? Réponse. Par sa tenue. Question. C'était quoi sa tenue? Réponse. Béret rouge, avec t-shirt treillis, pantalon treillis. Vous m'avez déjà confirmé la teneur de cette déclaration. Je vais donc vous soumettre, ainsi qu'à cette chambre, un ensemble de photos. Je vais appeler la pièce CIV D25
0029 0007. Appuyez sur évidence 1 pour voir la photo chaque fois. Bon, moi je le dis, mais je ne l'ai pas chez moi pour le moment. It seems that it has not been uploaded in the e-court. La greffière d'audience, le document ne semble pas avoir été téléchargé dans le système e-court. Je vais éventuellement voir si vous pouvez appeler la seconde photo, D25. We just found it. Ah, yeah. La greffière d'audience, nous venons de retrouver le document. Monsieur le témoin, voyez-vous cette photo? Oui. Pouvez-vous me décrire les tenues, les éléments caractéristiques des tenues des hommes qui figurent sur cette photo, notamment ce qu'ils ont porté comme couvre-chef, comme chapeau, comme béret? Why should he? Le président, pourquoi devrait-il décrire quelque chose que nous voyons nous-mêmes? Monsieur le Président, il est important pour moi d'emmener le témoin à comprendre. Mais je pense que, même si vous comprenez vite, peut-être que c'est plus facile de procéder de la sorte. No. Le président, non, vous pourriez peut-être lui demander est-ce que c'est ce que vous vouliez dire, plutôt que de lui demander de décrire la photo. Monsieur le témoin, quand vous parlez d'homme en béret rouge, est-ce ce genre de béret? Ben là, je dirais non, puisque là, c'est plus foncé. Pour la garde républicaine, c'est plus foncé. Mais nous parlons bien de béret rouge. Béret rouge, oui. Ok. Monsieur le témoin, ces hommes que vous voyez là en tenue militaire, pouvez-vous me dire, à la vue de ces tenues, à quel corps ils appartiennent? Ben là, je ne vois pas bien. Appartiennent-ils à un corps de l'armée ivoirienne? Je ne sais pas si c'est Ouattao, je vois là. Ben. Ma question, allons-y doucement. Oui, la tenue. Comme on dit, allons-y doucement car nous sommes pressés. C'est un grand homme qui a dit ça. That's a point of procedure, Your Honor.
Monsieur MacDonald, je veux juste faire un rappel à la procédure. Le président, Monsieur MacDonald, je crois qu'il est important que le témoin quitte le prétoire. Et c'est sur une base exceptionnelle. Je souhaite aborder une question que je trouve très inquiétante. Et je veux le faire devant la Chambre, hors la présence du témoin. Il s'agit des observations formulées par la Chambre au début de ce procès concernant les questions suggestives. Le président. Pourriez-vous accompagner le témoin en dehors du prétoire, s'il vous plaît, pendant quelques minutes? Merci. Mr. McDonald? Le président, Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, cette photographie, d'après les métadonnées, concerne Ibrahim Koulibaly, le commandant présumé du commandant invisible. La photographie a été prise à Bobo, non pas à Yopougon. En tout cas, il ne s'agit certainement pas de membres de la garde républicaine. Nous n'avons pas voulu intervenir, mais le témoin a bien indiqué qu'il s'agit de la garde républicaine. Peut-être pourrions-nous montrer des soldats de la garde républicaine qui portent un béret de couleur bourgogne et non pas rouge. Cette façon de poser des questions aux témoins tend à piéger les témoins et nous estimons que cela est inadmissible, voire contraire à vos propres instructions. Le témoin a déjà apporté sa réponse, nous n'avons pas soulevé d'objection, mais il est clair que le témoin, lorsqu'il parle de Watao, alors oui, certainement, il est en train d'identifier ceux qu'il pense être des rebelles. Mais de toute évidence, le témoin faisait référence aux formateurs. Et or, en l'occurrence, il ne s'agit pas de membres du commandant invisible. Alors je demanderai à la Chambre d'intervenir et de mettre fin à ce genre de questions. Le président, Maître Zoukou. Monsieur le Président, je voudrais de prime abord dire à M. MacDonald que ma ligne de questionnement m'appartient à moi et pas à l'accusation. C'est la première chose. Donc je mène mon interrogatoire. Même si j'ai fait référence à un point, je ne suis pas tenu de demeurer dans ce point parce que je veux aboutir à un autre point qui est en lien avec non seulement la véracité des déclarations du témoin, mais partant avec sa crédibilité. Si le témoin se croit capable de définir sur la seule base d'un béret l'appartenance à un corps, il va de soi qu'il doit pouvoir identifier les gens qui font partie des corps ou d'autres corps, parce que plus loin, justement, j'en viendrai sur la question des tenues des miliciens, j'arriverai à faire le lien avec ces différents points. Donc, je n'accepte pas du tout cette manière de m'interrompre chaque fois pour faire de l'obstruction. Le président Maître O'Shea. Monsieur le Président, à notre sens, l'objection de Monsieur MacDonald est quelque peu prématurée, en ceci que mon contradicteur n'a pas fait la démonstration que mon confrère était en train d'induire le témoin en erreur. Et comme il ne l'a pas fait, l'objection n'est pas pertinente. J'avais l'intention d'aborder cette question parce que c'est extrêmement pertinent. Ce témoin a tiré quelques conclusions concernant un corps auquel appartiennent certains éléments sur la base des tenues qu'il portait. C'est une question qui m'intéresse beaucoup. Il ne s'agit pas pour mon confrère de mener le témoin
de l'induire en erreur. Il s'agit de déterminer la capacité de témoins à identifier les personnes dans le contexte de l'époque, lorsque les gens portaient des tenues différentes. Et c'est une question extrêmement pertinente, d'autant que l'accusation n'a pas est intervenue de manière prématurée et qu'il n'a pas démontré que mon confrère était en train d'induire le témoin en erreur. Le président, avant que M. McDonald n'intervienne, j'allais moi-même poser une question au témoin pour connaître son expérience militaire. Comme il a dit que les bérets rouges, il a fait une distinction entre les bérets rouges et les bérets de couleur plus foncée. Cela a été fait, certes, mais là où vous avez raison, Maître Zoukou, c'est que c'est à vous qu'il appartient de choisir les questions que vous souhaitez poser. Toujours est-il que vous devez procéder étape par étape, et vous ne devez pas non plus tendre de piège aux témoins en l'induisant en erreur. Je vous demanderai donc de bien vouloir poursuivre votre ligne de questions, mais dans le respect du témoin, et demandez-lui simplement ce qu'il sait, ou ce qu'il ne sait pas, sur la base de son expérience militaire. Alors poursuivez, posez vos questions, mais n'oubliez pas ma consigne. Ne lui tendez pas de piège. Merci. Est-ce que l'on pourrait faire entrer le témoin, s'il vous plaît? Monsieur le témoin, bienvenue à nouveau. Okay. J'étais donc en train de vous demander si, à la vue des photos et de ces hommes en tenue, vous étiez capable de déterminer à quel corps de l'armée ivoirienne, notamment, ils appartenaient. Excuse me, Mr. Whit. Le président, un instant. Monsieur le témoin, c'est moi qui vais vous poser la question. Est-ce que vous reconnaissez ces uniformes comme étant des uniformes de l'armée ivoirienne? Oui ou non? Oui, monsieur le président. Which one? Laquelle? Ben là, c'est les bureaux rouges. And therefore? Et donc? You said. Monsieur le témoin, vous avez dit que c'était les bérets rouges. Vous avez fait référence aux bérets rouges hier. Vous avez dit qu'ils portaient des bérets de couleur foncée. C'est un autre type de rouge, de couleur rouge. Vous voyez maintenant devant vous cette photographie de personnes portant, où l'on voit des soldats donc. Ma question est la suivante, est-ce que vous reconnaissez ces uniformes qu'ils portent comme étant des uniformes d'un corps quelconque de l'armée ivoirienne? Et là, c'est les commandos. C'est les commandos. Puisque pour la garde républicaine, elle est plus foncée.
OK. Le président, fort bien. Maître Zoukou, vous poursuivez et passez à notre sujet parce que nous avons compris. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai une petite concertation avec ma case manager, juste 2 secondes. Merci. Monsieur le témoin, hier vous avez parlé de la mort d'un certain Moumouni. Vous situez ce décès à quelle date? Au 11, si j'ai bien compris. Mars 2011. C'était ça? Oui. Et dans la foulée de cette réponse, vous évoquez la mosquée de Doucouré qui aurait été attaquée et brûlée. Attaquée. Oui. Et vous situez cela 1 ou 2 jours après, c'est bien cela? 1 jour après. 1 jour après. Vous maintenez cela? Oui. Ok. Je vous remercie. Monsieur le témoin, à propos de l'enrôlement qui aurait été fait et des appels de M. Charles-Blé-Goudet, vous avez dit avoir entendu M. Charles-Blé-Goudet appeler les jeunes à aller s'enrôler. Vous confirmez cela? Oui. Vous avez entendu cela comment? À la radio, à la télé? Oui. D'accord. Je vais vous présenter une vidéo, monsieur le témoin, et également, bien entendu, à l'honorable chambre. J'appelle la pièce CIV D25 0029 0033. Le transcript correspondant étant CIV OTP 0010 0020. Oui, est-ce que vous pouvez donner la main, s'il vous plaît? Il s'agit d'une vidéo publique. Je vous mets souvent de signaler, mais tout ce qui est passé tout à l'heure était public, excusez-moi. Channel 1 ou Channel 2? Le président, canal 1 ou canal 2? Greffier d'audience, ça serait canal numéro 2, monsieur le président. Justement, pour venir à l'actualité du moment, vous avez lancé à Charles Blé-Goudet plusieurs mots d'ordre depuis le second tour de l'élection présidentielle. Et puis, dernier mot d'ordre. Former interpreters? Vous
vous appelez les jeunes à se faire enrôler. Quelle est la particularité de ce mot d'ordre? Qu'est-ce qui a évolué sur le terrain? Je voudrais vous dire que nous marquons... Le président. On peut le repasser, s'il vous plaît? On va recommencer, s'il vous plaît, excusez-nous. Alors justement, pour venir à l'actualité du moment, vous avez lancé à Charles Bégoudé plusieurs mots d'ordre depuis le second tour de l'élection présidentielle. Et puis, dernier mot d'ordre, vous appelez les jeunes à se faire enrôler. Quelle est la particularité de ce mot d'ordre? Qu'est-ce qui a évolué sur le terrain? Je voudrais vous dire que nous marquons là la différence entre les méthodes de ceux qui sont en face et nous, nos méthodes. Voyez-vous, pour défendre une nation, quand vous voulez prendre une arme, il faut que vous ayez droit à cette arme. Il faut que vous ayez le droit d'avoir cette arme. Cela veut dire, ou vous êtes policier, ou vous êtes gendarme, ou vous êtes militaire. Mais on ne peut pas, dans un pays qu'on veut diriger, distribuer des armes à des civils qui mettent sous leurs habits et puis ils tirent partout dans le pays, ils égorgent partout dans le pays. Ce n'est pas comme ça qu'on va diriger la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, pour nous, les jeunes patriotes, ou les jeunes secours, tous ceux qui brûlent d'envie de libérer leur pays, de participer à leur manière à la libération de leur pays, et qui jugent que c'est de manière militaire qu'ils vont le faire, mais il y a une voie, c'est la voie légale, c'est de rentrer dans l'armée régulière de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, simplement, je les appelle demain à se rendre à l'état-major, et le chef d'état-major, avec son équipe, trouveront les moyens de les enregistrer et de les enrôler dans l'armée de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est normal dans un état de droit. Sinon, ceux qui veulent transformer la Côte d'Ivoire en Rwanda, je leur dis, je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Parce qu'on ne trouvera pas un pays où il n'y a que des pro-Ouattara en faisant disparaître les pro-Babou. Tout comme on ne trouvera jamais un pays avec des pro-Babou en faisant disparaître les pro-Ouattara. Cela n'existe pas. Parce que moi je suis convaincu, madame, et c'est très important, que la crise ivoirienne aura sa solution par les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu qu'un jour, le président Gbagbo, M. Ouattara, M. Bédié, finiront par s'asseoir, et je les invite à cela. J'appelle à, j'allais dire, ce que j'appelle un dialogue inter-ivoirien. Monsieur le témoin, vous reconnaissez, M. Bégoudé, cette vidéo, je présume? Oui. Est-ce là, monsieur le témoin, l'appel de M. Charles Bégoudé que vous avez entendu? Oui. Je vous remercie, monsieur le témoin. Merci, monsieur le témoin. Je vais vous présenter, et je vais présenter à la Chambre une autre vidéo. Et les références en sont CIV OTP 0064 0113 et le time code, c'est la minute 45 51 à 49 38. Et c'est nous qui avons toujours la main.
Et le transcript, pour plus de facilité, c'est CIV OTP 0086-1028. Page 1030, ligne 43, page 1031, ligne 101. Remerciés et encouragés par le ministre Charles Blé Goudé pour leur détermination patriotique dans ce combat avant-gardiste au cours duquel, première lueur du jour, les alentours de sa résidence, poussant le ministre à écouter son sommeil et à les recevoir. Aujourd'hui, nous sommes venus voir notre général pour lui dire nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour aller dans l'armée afin de défendre la mère patrie. Parce que nous sommes fatigués d'être agressés inutilement. Pour Charles Blé Goudé, le président de la République, Laurent Gbagbo, et son armée tiennent bon et ne laissent aucune place à la fébrilité aussi. Le pays, la Côte d'Ivoire, si la situation l'exige, sera défendu sans faiblesse ni calcul. Je ne veux pas de guerre dans ce pays. Quand je dis je ne veux pas de guerre dans ce pays, ça ne veut pas dire que je suis faible. Mais je le dis encore à ceux qui ont des oreilles, je ne veux pas de guerre dans ce pays. Raila Odinga, qui se promène de pays en pays, si vous ne le connaissez pas, il a vécu exactement la même situation qu'en Côte d'Ivoire, au Kenya. Au moment où le président kenyan disait qu'il a gagné les élections, Raila Odinga disait aussi qu'il a gagné les élections. Et il a accepté d'être Premier ministre pour éviter la guerre au Kenya. Ce qu'il a évité au Kenya, est-ce qu'il veut créer en Côte d'Ivoire? On ne peut pas l'accepter. Des milliers de jeunes comme vous brûlent dans leur chair depuis leur chambre, depuis leur maison, avec ce qu'ils attendent. C'est mon devoir de porter ce message-là à celui qui est à la tête de notre armée, pour qu'il comprenne qu'il n'est pas seul. Et que derrière, il y a une jeunesse qui est prête. En ce moment précis, ce qui se passe là, ça ne dépasse pas pour le moment la capacité du chef de l'État. Ça ne dépasse pas pour le moment la capacité de notre armée. On nous fait une guerre psychologique. Il n'y a rien de nouveau en Côte d'Ivoire. Les mêmes qui étaient ensemble en 2002 pour nous attaquer, ce sont les mêmes qui se sont retrouvés. Il y a eu une petite récréation, c'est tout. Sarkozy, c'est la France. Il a remplacé Chirac, c'est tout. Sarkozy a remplacé Chirac. Alassane, il y a longtemps que lui nie qu'il n'est pas avec la rébellion. Mais Dieu a tout fait pour qu'on sache finalement qu'il a eu la rébellion. Compaoré, c'est la base arrière de la rébellion. Donc il n'y a rien de nouveau. Mais avant que cette crise ne finisse, on va découvrir petit à petit tous ceux qui étaient à la base de cette crise. Vous m'avez porté un message, je l'ai compris, mais je le répète, je ne veux pas de guerre dans ce pays. Je pense qu'on peut éviter cette situation. J'ai été nommé ministre de l'Emploi et de la Jeunesse. Monsieur le témoin, avez-vous eu connaissance de cette vidéo avant? Ben non. Pouvez-vous identifier la personne qui s'exprimait en chemise rouge avec une casquette? C'est M. Blé. Je vous remercie.
Monsieur le témoin, ainsi prend fin mon interrogatoire. Thank you. Could have ended one. Juge président, merci. On aurait pu finir une question avant. Est-ce que c'est la fin du contre-interrogatoire de l'équipe de M. Blégoudet? Oui, Monsieur le Président, c'est Ok. la fin de l'interrogatoire de l'équipe de défense de M. Charles Blégoudet. J'étais impatient de retrouver mon calme, c'est pour cela. Merci. Président. Bien, merci beaucoup. Je vais donner la parole à présent à la défense de M. Gbagbo. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo sera mené par Monsieur Hochi. Thank you very much. Maître Hocher. Président, merci beaucoup. Maître Hocher, vous avez la parole. Je vais simplement vous demander si vous pouvez me donner un petit peu une idée, vu également de l'interrogatoire de la défense de M. Blégoudet, du temps nécessaire, juste pour qu'on puisse organiser. Merci. I would say 3.5 to 4. Maître Hocher, je dirais 3h30, 4h. Oui. Est-ce que ça c'est possible? Président, bon, c'est un peu excessif peut-être par rapport à ce qui était prévu, mais je vous reposerai la question à la fin de la deuxième session. Maître Hocher, oui, c'est vrai que c'est un peu tôt pour se prononcer. Monsieur le Président, avec l'indulgence de la Chambre, avant de commencer mon contre-interrogatoire, il y a une question de procédure que je souhaiterais soulever. Et si je suis en mesure d'en parler avec vous, ça me permettrait de faire preuve de plus de célérité dans mon contre-interrogatoire. Donc, j'aimerais, avec l'autorisation de la Chambre, que Monsieur le témoin puisse être accompagné à l'extérieur du prétoire un instant. Juge président, oui, merci. Pourrions-nous accompagner le témoin en dehors du prétoire, s'il vous plaît? Please the witness out. Thank you. Faites sortir le témoin, s'il vous plaît. Merci. By the way, just to say. Juge président, simplement pour préciser que le programme avait été défini pour avoir 2 témoins sur 3 jours, 3 séances de 3 heures chaque jour. Donc 3h30, 4 heures, évidemment, c'est trop. Ça dépasse ces 3 heures. Simplement pour vous rappeler un petit peu ce qu'on avait prévu et ce qu'on avait convenu au départ. C'est pour ça qu'on a organisé ces 3 jours avec les sessions supplémentaires pour faire les 2 témoins pour lesquels le procureur avait demandé 3 heures. Donc ça calait exactement avec les 3 jours. C'est pour ça. Maître Hocher, oui, je comprends bien les limites et je fais de mon mieux pour aller au plus vite. Je peux avoir fini en 1 heure. Mais bon, on verra bien. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, j'essaye de me mettre à la place des juges. Et je comprends d'où vient l'idée. Ça peut être un peu frustrant de voir les avocats se lever fréquemment parce qu'évidemment, ça crée une situation dans laquelle le procès s'allonge. Mais bien sûr, je soulève ici une question d'équité. Et une question d'équité, d'après moi, ça va toujours au-delà et c'est toujours plus important que les questions de célérité. Vous avez pris une décision, Monsieur le Président, tout à l'heure, et je n'ai pas eu la possibilité de m'exprimer avant cette prise de décision parce qu'elle a été prise pendant l'interrogatoire de M. Zouko. La décision était la suivante. À partir de maintenant, si quelqu'un souhaite citer
la déclaration, ils doivent lire l'ensemble du paragraphe. Alors, je vais vous demander, Madame, Messieurs les juges, de revoir votre position et d'adopter une posture un petit peu plus flexible. Et je m'explique. Dans la déclaration, bien sûr, il y a certains paragraphes qui sont plus courts, d'autres qui sont plus longs. Et de notre point de vue, évidemment, nous souhaitons verser comme éléments de preuve des aspects, des éléments de preuve qui sont dans l'intérêt de notre client, évidemment. Donc, il se pourrait, par un hasard tout à fait inédit, qu'une phrase révèle un élément de preuve qui se trouve être favorable à la défense. Et peut-être par chance, ça rentre dans un paragraphe où, là encore, il peut y avoir un élément incriminant qui peut ne pas avoir surgi pendant le témoignage. Donc, je considère qu'il serait inéquitable de forcer la défense à laisser transpirer des éléments incriminants pour notre client pour pouvoir faire passer un élément discriminant ou en faveur du client, simplement parce qu'il faut reprendre l'ensemble du paragraphe. Je veux dire qu'il faut faire une certaine confiance quand même aux avocats. Les avocats, bien entendu, ont des devoirs vis-à-vis de la cour et vis-à-vis des témoins. Ne pas l'influencer, ne pas sortir les choses de leur contexte. Si jamais c'était ainsi, c'est-à-dire que si les choses étaient sorties de leur contexte, l'accusation est parfaitement en droit de se lever et de formuler une objection en disant voilà, c'est hors de contexte en raison de la phrase suivante, comme mon contradicteur McDonald l'a fait, Monsieur McDonald l'a fait tout à l'heure. Et c'est tout à fait autorisé, tout à fait opportun. Mais il y a des circonstances dans lesquelles, bien sûr, l'avocat peut citer une phrase de la déclaration sans la sortir de son contexte pour une utilisation ou un usage ou un objectif limité. Et d'après moi, c'est légitime. Raison pour lesquelles je demande, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, à ce que vous assouplissiez peut-être un peu l'impact de la décision que vous avez prise tout à l'heure. Juge président, quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole sur ça? Monsieur McDonald, non, Monsieur le Président. Juge président, bien sûr, la décision a été prise un peu de manière radicale, mais j'ai pensé que, et c'est ce qui sous-tendait la décision, en l'occurrence, c'était une déclaration courte, 3 lignes, donc j'ai pensé normalement, un paragraphe, c'est ça, c'est un argument, n'est-ce pas? Bien sûr, si le paragraphe est plus long, il peut y avoir d'autres idées dans un même paragraphe, d'autres arguments. Et bien entendu, on peut se concentrer sur ce qui est pertinent. Mais ce point-là doit être, énoncé totalement. Il ne faut pas couper un endroit qui puisse influencer d'une façon ou d'une autre le témoin. Vous pouvez bien sûr en lire une partie, mais le bloc idée doit être entier. C'est ça que je veux dire. Vous comprenez? Maître Rocher, juge président. Oui, mais on va décider au cas par cas de toute manière. Reprenons pour ne pas nous retarder de trop. Et on se prononcera au cas par cas. Je demanderai que l'on fasse revenir le témoin, s'il vous plaît. Merci. In the conduct, it's written the relevant. Juge président, la partie opportune ou pertinente de la déclaration devra être lue pour qu'elle soit reflétée dans la transcription de la déclaration du témoin. L'utilisation d'une partie de la déclaration pendant le témoignage verse la même déclaration au dossier. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut présenter cela au témoin de manière juste. Voilà. Maître Rocher, Monsieur le Président, je comprends et je suis tout à fait d'accord, oui.
Good morning, sir. Maître Rocher, bonjour, monsieur. Maître Rocher, je vais m'exprimer en anglais, mais vous aurez l'interprétation pour bien comprendre ce que je dis. Je m'appelle Andreas Rocher et avec ceux qui sont assis à mes côtés, je représente les intérêts de M. Laurent Gbagbo dans ce procès. J'aimerais vous poser certaines questions préliminaires vous nous avez proposé une déclaration, vous avez fourni une déclaration au bureau du procureur au mois de janvier 2012. Cette déclaration vous a été relue, n'est-ce pas? Ben non. Question. Donc vous avez rencontré le bureau du procureur, d'après ce que l'on en sait, le 19 janvier 2012, le 20 janvier 2012, le 21 janvier 2012 et le 23 janvier 2012. Ça veut dire que vous avez rencontré les personnels du bureau du procureur à 4 reprises pour qu'ils prennent votre déposition. Est-ce que c'est conforme à vos souvenirs? Oui. Question. À aucune de ces occasions, lors de ces réunions entre vous et le bureau du procureur ne vous a relu votre déclaration. C'est bien ça? Oui. Now, you have... Question. Vous avez indiqué dans la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur, ou en tout cas c'est ce qui apparaît au dossier, que Monsieur MacDonald, Monsieur Maître Rocher, souvenez-vous quel témoin présent? Monsieur MacDonald, oui, simplement que la façon dont formule ces questions mon collègue, je fais référence à la page 25 de la déclaration, je ne sais pas s'il faut relire le premier. Juge président, pardonnez-moi, monsieur le témoin. Après d'avoir fini de parler avec les enquêteurs du bureau du procureur au mois de janvier 2012, c'est juste pour avoir la confirmation. On ne vous a... Est-ce que vous avez relu votre déclaration, la déclaration que nous avons ici? Vous l'avez relue? Oui. Have you? Président, vous l'avez relue ou pas? Est-ce que vous pouvez répondre par une phrase complète et pas oui ou non? J'ai pu relire. J'ai lu deux fois. Mais 2012 jusqu'à 2017, c'est pas facile de pouvoir retenir. What do you mean? Président, qu'est-ce que vous voulez dire 2 fois? Comment ça 2 fois? Non, ma déclaration, je l'ai relue. Je l'ai lue et relue. Depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. Président, donc
pour que ce soit bien clair, vous l'aviez lu une fois en 2012 et une fois avant de venir, c'est-à-dire ces jours-ci, là. Oui. Ok. Président, d'accord. Maître Rocher. Bien. Vous avez dit que vous avez lu vous-même votre déclaration en 2012. Était-ce pendant l'une de ces 4 rencontres avec le bureau du procureur dont j'ai parlé, ou était-ce après ces 4 réunions? Je n'ai pas compris la question. You met with... Question. Vous avez rencontré à 4 reprises le bureau du procureur pour leur raconter votre histoire. Vous avez compris ça? You need to speak into the Faut microphone. répondre dans le microphone parce que tout est transcrit, monsieur le témoin. Question. Donc, au cours de l'une de ces 4 rencontres que vous avez eues avec le bureau du procureur, le même jour où vous racontiez votre histoire, est-ce que ce que vous avez dit aux enquêteurs vous a été relu l'un de ces 4 jours? Ou est-ce que vous-même avez relu votre déclaration plus tard dans l'année? Plus tard dans l'année, non. Excuse me. Juge président, pardonnez-moi, est-ce que vous lisiez chaque jour à la fin de la réunion votre déclaration? Ou est-ce que vous l'avez lu à la fin des 4 jours de réunion? Est-ce que vous l'avez lu en un coup à la fin? C'est la fin des 4 rencontres. Ouais. Was it on the last? Maître Hocher, c'était le dernier jour que vous avez tout lu ou bien c'était avant le dernier jour? Le jour où j'ai posé ma signature. Yes. Président. Et voilà. Question. Alors ce jour-là, c'était un des jours où vous racontiez votre histoire, où vous donniez votre récit? Non. And how long? Question. Alors, après avoir donné votre récit au bureau du procureur, combien de temps s'est-il écoulé après cela et jusqu'à ce que vous signiez cette déclaration? Vous la lisiez et la signiez? Si, donc c'est juste après plusieurs rencontres avec le bureau du procureur. And is it right that after? Question. Alors, vous avez toutes ces 4 réunions, vous avez donné votre version des faits le récit ne vous a jamais été relu par le procureur lors de ces 4 jours, à aucun moment, c'est bien cela? Excuse me, Mr. Witness. Le président interrompt. Monsieur le témoin, j'ai une question très simple. Avez-vous lu cette déclaration que vous avez faite avant de la signer? Est-ce que vous l'avez lue avant de signer? Je l'ai lu avant de signer. Good. Maître Rocher. Bien.
Le président, bien. Monsieur McDonald, au vu de la dernière question et dernière réponse, je demande, étant donné que la déclaration du témoin n'a pas été versée au dossier, j'aimerais au moins que à la page 25, la page dont le RN se termine par 0132 soit versée au dossier. Donc, je rappelle, le RN total 0013-0108. Et la page qui nous intéresse, c'est la dernière page qui porte les 4 derniers numéros de RN 0132. Et nous aimerions verser au dossier cette pièce, au moins la page. Le maître Hochet, eh bien, il y a l'attestation normale. Je souhaite que ce soit mis au PV. Il y a l'attestation selon laquelle il s'engage à dire la vérité. C'est la dernière page du document, en date du 23 janvier 2012. C'est signé par le témoin et c'est là qu'il fait sa déclaration en disant qu'il dit la vérité. Le président. Et maintenant, c'est au compte rendu, Maître Hochet, en effet. Monsieur le témoin, demande Maître Hochet, quel est votre niveau d'éducation? La première. Do you possess? Question. Est-ce que vous parlez un peu anglais? Est-ce que vous comprenez un peu l'anglais? Now, Question. Vos locaux ont été pillés, mis à mal en mai. En mai 2011, n'est-ce pas? En mai 2011, vos locaux ont été saccagés. and Question. Et vous avez porté plainte à la police, au commissariat du 16e arrondissement. C'est là que vous avez été rapporté la plainte, porté plainte, n'est-ce pas? did you provide Question. Avez-vous donné copie de cette plainte au bureau du procureur? Ben là, non. did the office of the Question. Le bureau du procureur vous a-t-il demandé un exemplaire de ce document? Non. Question. Pendant que vous étiez interviewé par le bureau du procureur en 2012 pour faire votre déclaration, au paragraphe 16 de votre déclaration, il est écrit, et je cite, « La semaine dernière, j'ai encore fait une déclaration du même pillage dont j'ai été victime. » à la police du commissariat du 16e. Fin de citation. Cette plainte que vous aviez faite une semaine avant de... Enfin, cette déclaration que vous avez faite une semaine avant d'être interviewé par le bureau du procureur, en avez-vous fait une copie pour le bureau du procureur? Non. and Question. Le bureau du procureur, à un moment ou à un autre, vous a-t-il demandé exemplaire de ce document? Demandez.
You may remember Question. Vous vous souvenez peut-être qu'au début de votre déposition, Monsieur MacDonald, qui représente le bureau du procureur, a déclaré qu'il s'était entretenu avec vous à propos des mesures de protection. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que vous vous souvenez des propos qu'a tenus M. MacDonald à ce propos ici en prétoire? Pour les mesures de sécurité? Yes. C'est cela. I'll briefly go into private. Je vais demander à ce qu'on passe rapidement à huis clos partiel, s'il vous plaît. Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît.